Bonjour à tous et à toutes, je suis Michael Greenberg, donc c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve ce soir grâce au laboratoire Merck Serono pour une session d'un nouveau webinar qui est plutôt destiné cette fois à la prise en charge masculine et à l'infertilité masculine. C'est vrai que jusque-là on s'était beaucoup focalisé sur toute la partie féminine, et il est temps un peu de s'intéresser à l'homme. Et pour ce webinar, je suis très heureux d'être avec toujours mes trois acolytes favoris que je vais laisser se présenter. Je vous laisse y aller. Nelly, allez, c'est parti. Je suis professeur Nelly Achaud-Friedman, je travaille à Béclair avec le professeur Greenberg et donc je suis responsable du laboratoire de biologie de la reproduction et du STECOS de cet hôpital. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Nicolas Chevalier, je suis gynécologue au centre AMP Saint-Roch à Montpellier et je suis ravi d'être à nouveau avec vous ce soir pour ce nouveau webinaire. Bonsoir, moi je suis Lise Henriquez, donc je suis la référente dans les Alpes-Maritimes de l'association Collectif BAMP. Le Collectif BAMP est une association de patients et d'ex-patients infertiles et stériles ayant recours à l'AMP avec ou sans don de gamètes. Donc je tiens à remercier l'équipe du laboratoire Merck qui permet que ce type d'action à destination des patients puisse avoir lieu. Parfait. Donc, merci à tous encore une fois d'être avec nous. Alors, les modalités de ce webinaire, on va démarrer par juste une question pop-up. Il y aura ensuite une bande-annonce du collectif BAMP, une nouvelle question pour essayer de tester un peu vos connaissances. Et ensuite, on enchaînera par un topo du docteur Nicolas Chevalier, quelques questions, un topo du professeur Nelly Friedman, quelques questions et ensuite on échange avec vous comme bon vous semble. Donc on va commencer par la première question. Dans quel pourcentage un facteur masculin intervient-il dans l'infertilité du couple? 15%, 30%, 50%, 70%. Je vous laisse voter. Ok, donc ça se stabilise entre 30 et 50%. Ok. Et ben, on répondra à ça au cours des topos. On va pouvoir lancer la petite bande-annonce du collectif BAMP. Bonjour, je m'appelle Benoît, j'ai 30 ans. Nous essayons d'avoir un bébé depuis 3 ans et nous sommes en parcours PMA depuis presque autant. J'ai une oligospermie sévère et c'est pourquoi dès le début j'ai dû faire une biopsie testiculaire. En 2019, ma femme m'a fait une première ponction et nous avons obtenu 2 embryons grâce à la FIVIXI. Le premier transfert s'est malheureusement terminé par une fausse couche à 1 mois de grossesse. Et le deuxième transfert, l'embryon ne s'est pas accroché. En 2020, ma femme a fait une deuxième ponction. Nous avons obtenu 2 embryons et nous avons décidé de transférer les 2 d'un seul coup pour maximiser les chances d'avoir un bébé. Malheureusement, le transfert s'est terminé par une fausse couche à 2 mois de grossesse. Bonjour, je m'appelle Pierre-Yves, j'ai 29 ans, donc je suis professeur des écoles. Je vais vous résumer un petit peu mon projet, mon parcours en AMP. Avec mon épouse, on a un projet bébé depuis notre mariage en juillet 2016. On est entré en PMA un an après, au cours d'un rendez-vous en gynéco qui a lancé les premiers examens. On est en AMP du coup pour une insuffisance ovarienne pour mon épouse et un problème au niveau de mes spermatozoïdes qui sont mal formés et peu mobiles.
Aujourd'hui, on en est à 5 stimulations, dont une sans fécondation et une où les embryons qu'on a obtenus n'ont pas survécu entre le 3e et le 5e jour. Je trouve que les hommes ont leur place dans la PMA et pour ma part, je trouve que je l'ai aussi. Sauf peut-être pour les traitements où on m'a prescrit, on ne m'a pas prescrit des traitements pour améliorer ma fertilité. J'ai dû demander au médecin de me prescrire des vitamines. J'ai rencontré un urologue en vrai et un andrologue en visio, mais les deux, c'était uniquement à ma demande lors de rendez-vous gynéco dans le cadre du parcours d'AMP. Oui, j'ai déjà rencontré un andrologue au début de notre relation amoureuse pour une contraception masculine thermique. Le médecin m'a demandé de faire un spermogramme et c'est à ce moment-là que j'ai découvert mon infertilité. Et cela a accéléré l'envie d'avoir un enfant et c'est devenu une priorité. Alors là, clairement, je pense que l'AMP, on la vit différemment. Chez la femme, les émotions sont décuplées. C'est vrai pour l'AMP, mais je pense que c'est vrai aussi dans la vie de tous les jours. Elles peuvent se réjouir très vite et s'inquiéter fort l'instant d'après. Les hommes, c'est un petit peu différent de par leur statut. Ils sont extérieurs au traitement, ils ne ressentent rien dans leur corps. Et donc ils doivent attendre finalement l'annonce de leur épouse. C'est donc aussi la femme qui doit annoncer les nouvelles, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises. Et l'homme réagit à ces annonces. Donc c'est à lui à ce moment-là de jouer un rôle de soutien et de positive attitude. Je crois qu'il y a un grand rôle de positive attitude à jouer. Sur l'aspect organisationnel, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'essaye de jouer un rôle important en rappelant les rendez-vous, les piqûres. En revanche, je me suis intéressé plus tard que mon épouse aux examens qui étaient prescrits et je suis encore bien moins calé qu'elle aujourd'hui à ce sujet. Et heureusement qu'elle a fait cet effort-là et qu'elle est allée chercher toutes les informations. Sur l'aspect de la pathologie, je dirais que j'ai peu de charges puisque je n'ai qu'un seul traitement à prendre pendant le parcours. Ce sont des vitamines. Sur l'aspect émotionnel, au début de notre parcours, je n'avais pas conscience de la difficulté.
Et par comparaison, ma conjointe se sentait beaucoup plus surchargée émotionnellement. Aujourd'hui, je dirais que c'est plus équilibré puisqu'on a tous les deux peur de ne jamais devenir parents. Par rapport à l'aspect organisationnel, je dirais que j'ai peu de charges puisque c'est une liste qui s'occupe plus de l'anticipation des rendez-vous. Par rapport au traitement, je dirais que c'est la même chose puisque Bon, vous avez pu voir au travers de toutes ces vidéos, toute l'importance et les difficultés qu'il peut y avoir aussi à être un homme dans ce parcours, même si ce ne sont pas eux qui subissent au premier chef les traitements. Mais il y a beaucoup d'enjeux parmi dans la prise en charge de l'infertilité masculine. C'est ce dont on va parler tout au long de cette soirée. On va faire une deuxième question, si vous le voulez bien, avant de passer au topo du docteur Nicolas Chevalier. Donc je laisse lancer la deuxième question pour l'audience. Donc l'âge paternel impacte-t-il la fertilité spontanée du couple et les délais de conception? Oui, il impacte les deux paramètres, uniquement la fertilité spontanée, uniquement le délai de conception, et non. Bon, vous pensez plutôt que ça impacte les deux paramètres, donc écoutez, c'est ce qu'on va voir et on va discuter de tout ça maintenant avec deux topos. Le premier va être présenté par le docteur Nicolas Chevalier, qui est plutôt donc clinicien et qui va vous faire part des aspects cliniques de l'infertilité masculine et de ce qu'on doit faire ou ne pas faire pour la prise en charge optimale de ces hommes. Nicolas. Merci Mickaël. Juste avant, je voulais souligner que la vidéo qu'on a vue réalisée par le BAMP est vraiment une vidéo assez innovante puisque jusqu'à présent j'avais surtout vu des vidéos sur des témoignages de femmes. Est-ce qu'on peut juste demander à Lise qui représente le BAMP ce soir de nous dire comment vous avez pu réaliser cette vidéo? Oui, alors déjà nous avons sollicité sur les réseaux sociaux le témoignage d'hommes en parcours d'AMP. Donc on a eu la chance d'avoir Benoît et Pierre-Yves qui ont répondu à l'appel et à nos questions. Voilà, je tenais à dire que les témoignages des hommes c'était important car ils sont encore assez rares à témoigner, même si on commence à les voir de plus en plus apparaître sur les réseaux sociaux et tenir des comptes. Ça fait du bien d'entendre parler un petit peu les hommes parce que malheureusement on leur donne assez peu la parole et je sais pas, peut-être qu'ils n'osent pas trop l'apprendre non plus, enfin voilà. Mais en tout cas, ça montre vraiment l'importance de la place des hommes dans les désirs de grossesse et les parcours d'AMP. Et voilà, donc je tenais à remercier Pierre-Yves et Benoît d'avoir répondu présent. Voilà. Merci Lise pour ces informations. Et c'est vrai effectivement qu'il y a eu une évolution, on peut dire, depuis quelques années où je pense que Mickaël pourra en témoigner initialement.
c'était rare de voir des hommes venir en consultation de fertilité. C'était très souvent la femme, bien sûr, qui était la seule présente, où on demandait parfois, même insister pour pouvoir voir le témoin. Et plus le temps a progressé, depuis maintenant une dizaine d'années, je pense que c'est très très fréquent que tous les hommes accompagnent leurs partenaires lors des consultations, et c'est très important d'avoir justement la présence des deux membres du couple. Pour ma part, qui suis également andrologue et pas que gynécologue, c'est clair que j'attache autant d'importance à la première consultation, autant à l'interrogatoire de l'homme que de la femme. Donc, est-ce que c'est seulement effectivement une question féminine? Bien sûr que non, puisque si on reprend un peu les définitions de l'infertilité, c'est après 1 à 2 ans d'exposition à la grossesse, non pas au risque, puisque c'est pas forcément un risque, mais c'est comme ça qu'on le dénomme médicalement. S'il n'y a pas de projet de grossesse débutante, et il est bien sûr important de débuter les explorations et chercher pourquoi il n'y a pas de début de grossesse. Bien sûr, si des antécédents évocateurs sont présents, il ne faudra pas attendre ce délai, notamment si la patiente n'a pas de cycle régulier ou que l'homme aurait eu un problème au niveau des testicules. Il est clair que la fertilité touche un grand nombre de couples, puisqu'un couple sur 6 sera amené à consulter pour un problème de fertilité. Ça ne veut pas dire qu'il y aura forcément recours à une AMP, mais ça représente une grosse partie effectivement des couples, et qu'on différencie les stérilités primaires qui n'ont jamais eu de grossesse, qui représentent la majorité des consultations, des stérilités secondaires où il y a déjà eu une grossesse, pas forcément jusqu'au bébé. Quelle est l'origine de ces problèmes de fertilité? On a une partie qui est de plus en plus faible, qui sera des infertilités où on ne retrouvera pas d'étiologie, ce qu'on appelle des infertilités inexpliquées. Mais après, la répartition est à peu près identique entre les causes féminines, représentées par les problèmes tubaires, les problèmes d'ovulation ou d'endométriose, avec les étiologies masculines, qui seront soit liées à un problème de quantité ou de qualité du sperme, et enfin les infertilités qui seront mixtes, où on pourra retrouver des étiologies autant féminines que masculines. Donc le facteur masculin va intervenir du coup dans au moins la moitié des problèmes de fertilité des couples. Très peu d'hommes, bien sûr, seront étiquetés stériles. Stérile, c'est impossibilité d'avoir des enfants par l'absence complète de spermatozoïdes. Ce qui va nous orienter dans l'étiologie et le diagnostic de l'infertilité masculine, ce sera essentiellement le spermogramme, mais on ne va pas désigner un coupable. On ne cherche pas de coupable dans nos consultations de l'infertilité. On cherche uniquement des solutions qui seront adaptées au couple et essayer de les personnaliser. Je laisserai Nelly Friedman vous parler plus précisément du spermogramme, puisque dans le spermogramme, on va étudier la quantité et la qualité des spermatozoïdes, mais on ne va pas réduire effectivement l'homme à un problème de spermatozoïdes, et c'est pas parce que ce qui peut être le plus marquant dans nos consultations, c'est les couples qui arrivent en disant « Oh, mais dans le spermocytogramme, il n'y a que 1% de forme typique. Imaginez tout de suite que tous les spermatozoïdes sont anormaux, vont donner des bébés anormaux, pas du tout, ça n'a aucun rapport, et cet examen, le spermocytogramme, est même remis en question par les sociétés savantes sur l'intérêt de le poursuivre dans le diagnostic, je ne dis pas après dans la thérapeutique. Donc, on ne peut plus se limiter à une prise en charge technique. C'est pas parce qu'on va avoir un examen de sperme qui sera pas normal qu'on va dire lors de la consultation, eh ben, on a votre solution, c'est la fécondation in vitro ou la micro-injection, l'ICSI, dont vous parlera le docteur Friedman. Pas du tout. Il ne faut pas se limiter à ces problèmes techniques, ce qui a été trop souvent le cas à partir des années 90 où la micro-injection
a pu être mis en place dans les centres d'AMP où dès qu'il y avait un problème masculin, du coup, hop, on s'orientait sur cette nouvelle technologie qui a permis bien sûr à de nombreux couples d'avoir des enfants alors que jusqu'à cette époque c'était impossible pour eux, mais il ne faut pas se limiter à cette prise en charge technique et il va falloir écouter l'homme, rechercher dans les facteurs personnels tout ce qui pourra interférer sur sa fertilité et essayer de voir comment on peut essayer d'améliorer par des traitements qui ne sont pas forcément évidents ou par des règles hygiéno-diététiques pour permettre d'optimiser les paramètres spermatiques. Donc lors de l'entretien, on va rechercher tous les facteurs qui pourraient bien sûr altérer la fertilité et l'examen de sperme. Donc tout le monde connaît les risques liés à la chaleur, aux toxiques, bien sûr aux toxiques environnementaux et tous les perturbateurs endocriniens qui sont de plus en plus nombreux dans notre société moderne. On s'attardera bien sûr sur la profession, à savoir quelles sont les professions qui pourraient être exposées à des toxiques. Enfin, on finira sur la question de la sexualité pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème également au niveau de la sexualité qui est une part de la fertilité mais qui ne se résume pas effectivement à un problème de sexualité. Alors juste par rapport à ces problèmes de sperme et de société, il y a eu plusieurs études qui ont démontré qu'il y avait des fluctuations très importantes au niveau du sperme avec plutôt une évolution négative au niveau de la quantité et de la qualité des spermatozoïdes et c'est d'autant plus marqué dans certaines régions que d'autres. Alors bien sûr ça va être lié et bien sûr à l'évolution, mais aussi à des risques dans certaines régions où il y aura peut-être plus de polluants, d'usines qui pourraient altérer la fertilité. Une autre chose très importante à savoir, c'est que dans certains cas, l'étiologie de l'infertilité masculine sera plutôt constitutionnelle. Pourquoi? Parce que dès le développement utérin, les testicules pourront être soumis à des toxiques, que ce soit chimiques, physiques, viraux, et pourront altérer du coup la fertilité future de l'homme. Donc ces toxiques vont altérer les testicules à plusieurs niveaux, au niveau des cellules de Sertoli, qui seront les cellules qui permettront la production des spermatozoïdes, et aussi au niveau des cellules de Leydig, qui seront plus sur les cellules qui produiront les hormones au niveau des testicules. Et on le sait que avec l'évolution de cette société, eh bien, on a vu de plus en plus une diminution de la concentration en spermatozoïdes, de la qualité des spermatozoïdes, mais aussi d'autres facteurs comme une augmentation des cancers des testicules et de malformations mineures au niveau de l'appareil urogénital qui sont des problèmes de testicules non descendus ou de problèmes d'abouchement au niveau de l'urètre. Alors très très grossièrement, on différencie les causes soit sécrétoires, soit excrétoires, c'est-à-dire soit ça va être les testicules qui auront un problème qui produiront très peu de spermatozoïdes ou de mauvaise qualité, soit un problème au niveau des voies éjaculatoires qui ne permettront pas aux spermatozoïdes de remonter correctement jusqu'à l'éjaculat externalisé. Dans tous les cas, il sera important de donner des informations aux hommes pour essayer d'optimiser leur fertilité de façon naturelle, mais aussi par aide médicale à la procréation. Donc les informations qui sont nécessaires à donner seront sur l'âge paternel qui va avoir un impact très important aussi bien dans la fertilité naturelle que sur la fertilité par aide médicale à la procréation, avec une diminution de la fertilité avec l'âge, un allongement du délai de conception et une augmentation du risque de fausses couches spontanées, de problèmes au niveau des grossesses, de l'évolution des grossesses. Bien sûr, tout ce qui peut altérer les toxiques qui pourront altérer la fertilité devront être pris en compte et essayer
de faire un sevrage de tous ces toxiques, hein, donc j'ai mis le tabac, mais bien d'autres toxiques sont des altérants permettront une altération de la fertilité. La chaleur, que ce soit au niveau professionnel ou personnel, il est très important d'éviter des excès, que ce soit dans tous les domaines, au niveau de l'alimentation, éviter des alimentations riches en sucre, en graisse, favoriser donc des aliments frais, cuisinés soi-même et des antioxydants naturels comme les fruits et les légumes. L'excès de sport n'est pas bon, il faut bien sûr quand même faire une pratique sportive, mais les sports endurants vont altérer par la production de déchets organiques la fertilité. Donc tout ça, c'est des informations qu'il est nécessaire de donner à tous les hommes qui sont en parcours d'AMP. Dans la vidéo, on parlait de traitement par rapport aux hommes. Les vitamines, oui, on peut donner des vitamines, mais bien sûr, s'il y a déjà une exposition au tabac ou à d'autres toxiques, il n'y aura aucun intérêt à donner des vitamines. Les vitamines n'ont pas fait preuve encore scientifiquement de l'intérêt sur la fertilité. Ça pourra améliorer peut-être la qualité des spermatozoïdes, mais certainement pas permettre une augmentation de la production des spermatozoïdes. Dans certains cas, il peut y avoir des causes qui pourront être traitées, des causes organiques, telles que par exemple des troubles hormonaux qui peuvent être qui permettront de rétablir une production plus élevée de spermatozoïdes, ou par exemple certains facteurs sources de chaleur comme une varicocèle, une veine dilatée près des testicules pourront être traités pour optimiser la qualité des spermatozoïdes. Alors l'andrologie, on en a parlé. L'andrologie, c'est l'ensemble en fait de concertations multidisciplinaires entre plusieurs praticiens qui peuvent être andrologues, ça peut être un gynécologue, un urologue, des biologistes, des endocrinologues qui vont permettre de pouvoir affiner l'étiologie de l'infertilité masculine et de pouvoir également optimiser donc la fertilité de l'homme. Il est très important, comme ça a été dit dans la vidéo, d'isoler l'homme et de proposer un soutien, hein, que ce soit psychologique ou autre, un accompagnement. Certains hommes en expriment le besoin, il faut savoir les écouter, leur laisser la place qui leur revient. Initialement, l'agence de la biomédecine avait mis en place un site qui s'appelait l'AMP, Ma Femme et Moi, où il y avait des témoignages d'hommes. Je pense que c'était une très bonne initiative de l'agence de la biomédecine, ce qui n'est pas forcément souvent le cas. Et dans ce cadre-là, je ne sais pas pourquoi, ils ont arrêté, interrompu ce site qui n'est plus présent. Donc je peux vous orienter vers d'autres sites, un compte Instagram qui vient d'être créé assez récemment, qui s'appelle Je serai ton père, où c'est plusieurs hommes qui sont impliqués dans un parcours d'infertilité qui ont créé ce site, et c'est bien de pouvoir, c'est pas très commun, donc c'est bien de pouvoir avoir cet espace de parole. Il y a également un projet qui s'appelle Protège ta fertilité, auquel j'ai participé grâce au laboratoire Merck également, qui diffuse de façon très régulière des informations sur comment essayer d'optimiser sa fertilité. Et bien sûr, l'association BAMP, qui est une association bien sûr très dynamique sur les patients en parcours d'AMP ou non, et qui laisse également une place pour les hommes. Donc toutes ces, bien sûr, mesures mises en place sont très importantes et devraient être développées sur les prochains mois. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Nicolas. Donc on va déjà commencer par une petite série de questions avant d'enchaîner par le topo de Némi. Alors la première, c'est, elle va bien t'aller Nicolas puisque tu es confronté à ça. Il semblerait que pour beaucoup de médecins et gynécos, il soit compliqué d'être ferme avec les hommes concernant la problématique du tabac, de l'alcool et finalement tout ce qui pourrait être délétère pour la qualité du sperme. Est-ce que toi, comment tu vois ça? Est-ce que c'est l'impression que tu as ou que tu as eu dans les consultations que tu as pu voir?
Qu'est-ce que tu en penses? Alors, c'est vrai que beaucoup d'hommes fument, pardon, mais le lapsus, mais pas mal de femmes aussi. Ça fait partie, bien sûr, des questions abordées et des points qu'il faut mettre, en fait, à mon sens, dans les mains des patients. C'est-à-dire que je leur explique les effets du tabac sur leur fertilité, je leur explique ce que nous, on pourra faire pour les aider, mais il faut qu'on soit dans une démarche coopérative où tout le monde doit participer pour essayer d'optimiser toutes les chances possibles de réussite dans le parcours d'AMP. C'est clair que c'est pas moi qui pourrais faire arrêter de fumer, je leur proposerai des solutions, des aides pour pouvoir le faire, mais c'est à eux, bien sûr, d'avoir la volonté et de le faire. Après, il est clair que, pour ma part, je ne prescris pas, par exemple, de traitement antioxydant, des vitamines, si de l'autre côté on va fumer, parce qu'il n'y a aucun intérêt, aucun sens, c'est absolument absurde d'un côté d'apporter des vitamines et de l'autre côté avoir un effet beaucoup plus néfaste avec des toxiques comme le tabac. Tu nous parlais justement des vitamines que tu donnes pas quand l'homme ne fait pas les efforts, en tout cas continue à détériorer de l'autre côté avec le tabac ou d'autres modes d'hygiène de vie qui sont incorrects. Quelles sont justement les vitamines qui seraient recommandées et est-ce que tu penses qu'il y a des vitamines recommandées déjà et dans quelle situation? Alors, il y a plusieurs laboratoires qui ont mis effectivement sur le marché un ensemble d'oligo-éléments qui vont être proposés plus spécifiques sur la fertilité masculine, qui vont contenir différentes vitamines, vitamine E, vitamine C, bien sûr du sélénium, du magnésium. Après, encore une fois, je le répète, à ce jour, aucun laboratoire n'a fait d'études qui a permis de valider scientifiquement que son composé vitaminé permettait une amélioration significative au niveau des paramètres spermatiques, que ce soit de la quantité, de la qualité. Personnellement, je ne vois pas comment ce serait possible d'avoir une augmentation de la quantité des spermatozoïdes avec des vitamines. En revanche, sur la qualité, je pense que ça peut avoir un impact, mais bien sûr, il faut que ce soit associé en amont avec tout ce que j'ai dit sur les règles d'hygiène de vie. Est-ce que j'ai répondu à toute la question? Non, c'est complètement. Je pense que tu as répondu à toute la question. Mais je pense qu'il est quand même important de savoir, parce qu'on raisonne chez l'homme beaucoup sur le spermogramme, et Nelly nous en reparlera, c'est un examen qui est très fluctuant, mais pour autant, c'est très compliqué d'être certain qu'un spermogramme permet d'être fertile, c'est ce que tu disais Nicolas, on traite encore beaucoup de couples avec des infertilités sans cause, ça veut dire qu'il y a une infertilité, et pour autant, le spermogramme est normal, par exemple. Et à contrario, il y a des hommes avec des spermogrammes qui sont altérés et qui vont avoir plusieurs enfants sans aucune difficulté. Donc c'est pas un examen qui est optimal, donc essayer de se dire qu'on va améliorer la qualité du sperme sans savoir exactement, sans avoir de marqueur réel absolu de la qualité, c'est très compliqué. Et c'est toute la limite de ces traitements vitaminiques qui aujourd'hui, dont on ne sait toujours pas, qui sont donnés largués à main nue par beaucoup de médecins et qui donnent l'impression aux médecins de faire quelque chose, l'impression aux patients de recevoir quelque chose, mais qui sont donnés sans doute bien en excès et pour des effets qui sont pour le moment vraiment absolument loin d'être démontrés. Une question sur les chances de procréer quand on a un antécédent de cryptorchidie bilatérale opéré à l'âge de 3 ans. Alors déjà, est-ce qu'il y a un âge pour les opérer, puisqu'on parle d'âge, et quelles sont les conséquences éventuelles en fonction de l'âge? Alors, auparavant, les interventions au niveau des testicules non descendus, les cryptorchidies, se faisaient tardivement, autour de 8-10 ans, et ce qui s'est révélé être trop tard, et depuis maintenant plus d'une décennie, l'opération se fait assez tôt, dès l'âge de 2 ans. Donc c'est plutôt recommandé à partir de 2-3 ans, effectivement, les interventions.
Après, il faut savoir que oui, ça va avoir un impact parce que ça va rentrer dans ce que je vous ai expliqué, une pathologie globale du testicule, ce qu'on appelle la dysgénésie testiculaire. Après, ça peut avoir un impact de façon variable. On peut avoir des hommes qui auront été opérés des 2 testicules et qui auront une fertilité quasi normale, voire normale, et parfois des hommes qui auront juste une intervention d'un côté et avoir un trouble assez conséquent de la fertilité. Donc, il n'y a pas de relation de cause à effet, puisqu'il y aura d'autres facteurs vous laver, aussi les filles qui interviendront. D'accord. Après, c'est clair que c'est important de dépister effectivement les problèmes de la fertilité, le problème des testicules non descendus, car bien sûr ça a des grands risques de pouvoir là, parce qu'il y a des risques aussi de dégénérescence de certaines lésions au niveau des testicules et surtout chez l'adulte jeune. Je vous ai dit qu'il y avait une augmentation de l'incidence des risques de cancer du testicule. Donc c'est très important de faire une surveillance chez adultes jeunes de 18 à 40 ans régulièrement tous les 2-3 ans, que ce soit clinique et échographique. Merci beaucoup. Alors, des questions sur les microlithiases, donc c'est des calcifications. Les lithiases testiculaires, est-ce qu'elles peuvent engendrer une stérilité? Alors c'est en lien avec ce que je viens de vous dire sur la surveillance nécessaire sur la testicule non descendue, car effectivement on peut retrouver ces microlithiases, il faut que ce soit bien sûr des images assez spécifiques, et du coup c'est ce qui nécessite une surveillance, notamment échographique dans ce cas-là, sur les microlithiases, puisque c'est à partir de ces microlithiases qui peut, dans certains cas, avoir une dégénérescence et provoquer sur le long terme un cancer du testicule. Ok. Est-ce que la position assise prolongée pendant toute la journée peut être délétère pour la production de spermatozoïdes? Alors, il est vrai que ça fait partie Est-ce que tu as un seuil à donner? Ça fait partie des professions à risque, notamment par exemple les chauffeurs routiers qui vont rester à leur volant sur les longues distances, hein, bien sûr. Ça peut avoir un impact puisque ça va provoquer un échauffement au niveau du scrotum et des testicules. Donc non, il n'y aura pas de seuil. Les conseils à donner, c'est de porter des vêtements plutôt amples, des vêtements qui respirent, éviter à tout prix le synthétique, préférer du coton pour les vêtements et les sous-vêtements pour permettre du coup une aération scrotale et limiter la surchauffe. Mais on est d'accord que c'est des cofacteurs puisque la majorité des routiers, par exemple, ont des enfants naturellement. Bien sûr, c'est juste effectivement des facteurs qui vont pouvoir aggraver la fertilité. Et ce qu'on va rechercher, puisque ces couples consultent, puisqu'ils ont eux une difficulté à concevoir, c'est essayer de dépister tous les facteurs qu'on pourra essayer d'optimiser pour augmenter leurs chances de fertilité, aussi bien naturelle que par aide médicale à la procréation. Et bien sûr, c'est important. Comme j'ai dit, il n'y a pas forcément un traitement qui va permettre de rétablir la fertilité, parce que malheureusement, à ce jour, la médecine n'a pas les moyens de pouvoir transformer des testicules et de pouvoir recréer une spermatogénèse, c'est-à-dire un début de production des spermatozoïdes. Donc, ce qui est important, c'est de pouvoir prendre tout ce qu'il y a au niveau environnemental et habitude de vie, et de pouvoir prendre tous les facteurs les uns après les autres,
Et c'est l'ensemble des facteurs qui seront traités qui permettront d'optimiser la fertilité. Alors, il y a une question sur pourquoi est-ce que finalement on va commencer, alors tu nous as dit un peu le contraire tout à l'heure, mais pourquoi est-ce qu'on doit commencer par les examens chez la femme qui sont plus contraignants avant d'explorer l'homme? Je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas lieu d'explorer la femme avant l'homme. L'infertilité, c'est une problématique de couple et on se doit d'explorer les deux membres du couple de manière similaire et de manière synchrone, au même moment. Il n'y a pas de discussion par rapport à ça. Et quand bien même la cause de l'infertilité paraît évidente du côté de la femme, par exemple une femme qui n'a pas de règles et qui n'ovule pas, ça ne veut pas dire que son conjoint a des spermatozoïdes. Donc il faut absolument explorer les deux parties sans aucune discrimination et sans aucune différence de temps. Tout doit se faire dans le même timing. Il est impensable aujourd'hui de prescrire une hystérosalpingographie tant qu'on n'aura pas d'évaluation de la production des spermatozoïdes et de la qualité des spermatozoïdes. Quelles sont les infertilités qui sont les plus faciles ou les plus difficiles à prendre en charge? Est-ce que c'est le masculin ou c'est le féminin? Question complexe. Il n'y a pas d'infertilité plus facile à prendre en charge. Chaque couple sera différent et chaque couple va avoir ses spécificités. Le but, c'est vraiment d'essayer de définir au mieux les différents facteurs qui pourront intervenir sur la fertilité et pouvoir prendre en compte tous ces facteurs et pas se focaliser. Ben voilà, on a trouvé un problème de trouble de l'ovulation. On va faire que le trouble de l'ovulation, on va même pas faire le spermogramme, on va traiter. Non, c'est plus possible d'agir comme ça. Il faut à tout prix avoir une vision globale du couple et essayer d'optimiser tous les facteurs qui pourront jouer sur leur fertilité. Donc il n'y a pas d'infertilité plus facile à traiter. Après, il y aura des cas qui seront plus complexes et des cas qui seront plus simples. Bien sûr, le facteur après déterminant sur la fertilité restera l'âge, aussi bien chez l'homme que chez la femme. On va prendre une dernière question avant de passer au topo de Nelly. Quelle est la valeur des tests préventifs ou des bilans de fertilité, que ce soit chez l'homme ou chez la femme? Est-ce qu'on a des données sur leur intérêt aujourd'hui? Alors, bon, je pense que la question mériterait d'être un peu précisée parce que il n'existe pas réellement de tests préventifs pour les problèmes de la fertilité. Actuellement, il y a des centres qui vont proposer de faire un bilan de fertilité. Donc je pense que ce qui est très important, c'est d'essayer, et ce que nous essayons de faire, et notamment avec le laboratoire mère, qui est la campagne qu'on a mis en place pour protéger la fertilité, c'est d'essayer d'agir en amont, c'est-à-dire dès le plus jeune âge, pour informer et sensibiliser bien sûr, jeunes adultes, mais aussi peut-être en amont sur les plus jeunes enfants, les adolescents, dès l'école primaire, le collège, d'essayer d'inclure dans l'éducation, et ça on se bat, et notamment avec l'association BAMP au niveau du ministère, pour que ça puisse rentrer dans un programme qui puisse être intégré dans un programme éducatif et qu'on puisse alerter tous les futurs parents qui le souhaitent sur comment il est possible d'agir en amont sur la protection de la fertilité, et ensuite et également de sensibiliser les professionnels qui ne sont pas spécialisés en fertilité sur peut-être certains facteurs qui pourraient les alerter et leur dire il y a eu ça, donc ce serait bien que je vous adresse à un spécialiste qui pourra vous donner l'information nécessaire et vous orienter si besoin vers une prise en charge. Merci beaucoup Nicolas. On va passer au topo un petit peu plus biologique, et comme ça après on pourra avoir des questions globales à la fois cliniques et bio. Donc c'est le professeur Nelly Friedman qui va enchaîner sur le spermogramme et toute la partie un peu plus relative aux paramètres biologiques.
Bonjour, vous m'entendez, mais du coup, on ne fait pas mes petites questions avant? On les fera après? Ok. Donc il y avait un petit quiz aussi pour vous. Donc sur le spermogramme et la prise en charge en PMA, est-ce que... Ah bah voilà, c'est bien. C'est parfait. Bon bah je n'ai pas besoin de faire mon topo. Ah, je comprends, je comprends. Ah si, je peux comprendre que ce soit difficile, mais n'ayez pas honte de le mettre. Mais effectivement, quand j'ai préparé ce petit quiz, je me suis dit que peut-être que j'aurais ça comme réponse. Mais écoutez, super. Bon bah je vais pouvoir faire mon topo. Ah non, ça bouge encore un peu. Je suis d'accord que ça peut être un examen qui est difficile à réaliser pour l'homme. Même si ça paraît simple, en fait, ça l'est pas toujours. Alors, pour faire mon topo, j'ai juste fait un petit rappel donc, sur la procréation naturelle. Donc, c'est après donc, migration des spermatozoïdes donc, dans le vagin et passage dans l'utérus qu'il va y avoir rencontre entre les spermatozoïdes et l'ovocyte qui est ovulé une fois par mois par la femme. Il peut y avoir des problèmes ici au niveau du mucus cervical qu'on appelle la glaire, qui peut être une cause de mauvais passage des spermatozoïdes. Et puis bien sûr, si vous avez une trompe ici, ou les deux trompes qui sont obturées, ben, vous comprenez bien que cette migration, elle ne peut pas se faire et il n'y a pas de rencontre possible. Et ensuite, quand il y a la fécondation, et ça reprend ici les petites photos, l'embryon va se diviser progressivement. Et puis quand il arrive à ce stade qu'on appelle le blastocyste, il arrive dans l'utérus et il va essayer de faire sa nidation. Donc ça, c'était juste un petit rappel. Alors vraiment, la fabrique des spermatozoïdes, c'est le testicule. Pour fabriquer un spermatozoïde, il faut 74 jours. Je dirais que la fabrication, bien qu'il y ait les cellules immatures qu'on appelle les cellules souches, elles sont acquises pendant la vie fétale, comme a dit le docteur Chevalier. Elle va vraiment commencer à la puberté et jusqu'à un âge avancé, parce qu'on n'a pas vraiment un âge où il n'y a plus de production totale comme chez la femme quand il y a la ménopause. Et le testicule, comme vous voyez, désolé là pour cette image qui est peut-être un peu... il est organisé en lobules, et dans ces lobules, on va retrouver ce qu'on appelle les tubes séminifères, que vous voyez ici, qui sont coupés, et puis qui sont coupés en transversal, si vous voulez. Et puis là, vous avez ces fameuses cellules de Sertoli en vert dont a parlé Nicolas, qui sont des cellules nutritives de soutien, et les cellules germinales, donc les futurs spermatozoïdes, se fabriquent ici. Et dans la lumière du tube, en fait, on va retrouver les spermatozoïdes. Donc si on revient ici, ils vont arriver tous là, ils vont devoir transiter dans l'épididyme et puis différents canaux. Et effectivement, s'il y a un canal, un endroit ici où c'est bouché, bah, il y aura bien une fabrication, mais à l'éjaculation, il n'y aura pas de spermatozoïdes retrouvés. Et on a cité les cellules de Leydig qui fabriquent la testostérone, puis il y a aussi des vaisseaux sanguins, etc. Donc, diapositive suivante, mais c'était un petit rappel pour que vous ayez une vision de la physiologie de la fabrication du spermatozoïde. Alors, c'est vrai que pour évaluer le fonctionnement testiculaire, on fait réaliser un spermogramme, spermocytogramme aux patients. Et effectivement, j'insiste pour dire que c'est le premier examen qu'il faut faire chez l'homme et en même temps que chez la femme. Et je vous ai mis ici les valeurs normales qui avaient été considérées donc, par l'OMS en 1999 et vous voyez qui ont été revues à la baisse en 2010, ce qui est même assez impressionnant parce qu'on s'est rendu compte que justement chez ces patients qui étaient étiquetés infertiles, on était un peu trop sévère sur les paramètres et qu'il y avait beaucoup de grossesses spontanées qui se produisaient avec des paramètres qui étaient entre guillemets anormaux. Donc ça a été revu à la baisse, vous voyez, en termes de mobilité, même de pourcentage
de formes typiques de spermatozoïdes. Je vais vous montrer quelques photos derrière. Mais même encore là, avec ces chiffres-là, si vous êtes en dessous, au niveau de la numération, de la concentration spermatozoïde, il y a tout à fait possibilité d'une grossesse spontanée, même avec des valeurs qui sont en dessous de ce qui est défini par l'OMS. Et ça, c'est tout ce qui fait et la limite de l'évaluation de la lecture d'un spermogramme, comme si ça pouvait vraiment définir la fertilité d'un patient. Donc là, c'était pour vous montrer des exemples quand on vous dit il y a des formes atypiques, vous avez beaucoup de formes atypiques. Donc ça, c'est un spermatozoïde qui est dit typique. Puis là, vous avez des petites anomalies. Là, il y a 2 têtes. Là, il y a un reste qu'on dirait cytoplasmique. Là, il y a 2 flagelles. Des fois, il y a des grosses têtes. Donc voilà comment on évalue au microscope, on fait une coloration et on compte les spermatozoïdes qui sont dits atypiques par rapport aux spermatozoïdes typiques. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que le spermatozoïde, c'est une cellule qui est extrêmement différenciée. Je crois que c'est la cellule la plus différenciée du corps humain. Je voulais vous la montrer là en microscope, peu importe, à très fort grossissement. Et en fait, je voulais juste vous dire qu'on avait vraiment besoin que le spermatozoïde il ait ce flagelle et qu'il ait une mobilité, donc que le flagelle fonctionne bien. Pourquoi on a besoin que ce spermatozoïde soit mobile? C'est, je vous ai montré, parce que d'abord il migre. Pour un tout petit spermatozoïde, passer dans l'utérus, aller dans la trompe, c'est un chemin énorme. Donc il faut un flagelle qui soit fonctionnel. Et puis il y a plein de mitochondries qui donnent de l'énergie au spermatozoïde. Et puis après, quand il va arriver près de l'ovocyte, c'est ce que je vous ai montré, ce que je vous montre ici. Là, l'ovocyte, il est ici. Et puis autour, l'ovocyte, il est entouré d'un manteau de cellules. Et ben, il va falloir que ces spermatozoïdes, ils arrivent à traverser tout ce mur de cellules avant d'arriver à l'ovocyte. Et pour ça, ce qui les aide, c'est leur fameuse mobilité pour traverser. Et puis ici, ils ont aussi un petit chapeau, comme un bonnet sur la tête, qui a un sac qu'on appelle l'acrosome et qui va libérer plein d'enzymes, enfin des substances qui vont aider à dissocier toutes ces cellules. Et quand le spermatozoïde le premier qui sera arrivé ici au contact de l'ovocyte, bah, il va encore se servir de ça pour traverser l'ovocyte et pénétrer à l'intérieur et effectuer la fécondation. Donc c'est une cellule, le spermatozoïde, qui est hyper différencié et on a besoin qu'il soit en capacité de faire tout ce que je viens de vous dire. Et ce n'est pas une petite affaire, je dirais. Après, on peut aussi vous parler du test de migration-survie. Donc, vous allez voir peut-être sur l'ordonnance TMS. En fait, c'est un test qui permet de reproduire un petit peu le passage des spermatozoïdes dans le mucus cervical au niveau du col, ce qu'on appelle la glaire. Et en fait, nous, on va utiliser du sperme éjaculé. Puis on va le mettre sur un petit gel qui ressemble beaucoup à ce mucus. Puis après, on va le préparer. Il y a des centrifugations, je vous passe les détails. Et on va passer, par exemple, vous voyez ici, d'un sperme éjaculé, donc où il y a beaucoup de cellules, où c'est pas, enfin voilà, c'est assez confus en termes pour nous, en termes d'analyse. Une fois qu'on va avoir fait notre préparation, on va avoir des spermatozoïdes préparés. C'est beaucoup plus propre. Les spermatozoïdes sont bien identifiés et c'est là où on va regarder la mobilité, les formes typiques et la vitalité. Et on va aboutir à un nombre de spermatozoïdes mobiles qu'on a réussi à obtenir grâce à notre préparation. Et en réalité, l'orientation un petit peu thérapeutique du couple, on va aussi se baser sur le résultat de ce fameux TMS et puis aussi sur le bilan féminin. S'il n'y a pas de perméabilité tubaire, comme je vous ai montré tout à l'heure, si les trompes sont bouchées, de toute façon, quelle que soit la qualité du sperme, il faudra faire une fécondation in vitro. On ne pourra pas faire une insémination intra-utérine. Mais si les trompes sont perméables, on va plus s'intéresser au nombre de spermatozoïdes mobiles récupérés après ce fameux TMS. Et je dirais qu'on a un peu des guidelines ou des recommandations.
Au-dessus d'1 million, on va pouvoir tenter des inséminations. Entre 500 000 et 1 million, on s'orientera plus sur la FIV classique. Et en dessous de 500 000 spermatozoïdes mobiles avec une bonne mobilité, on recommandera plutôt une ICSI. Donc, je dirais qu'après, attention, chaque centre a peut-être un petit peu des petites différences, mais je dirais que c'est un peu ça qui est recommandé dans les guidelines. Alors, avant de pouvoir pratiquer l'ICSI, je voulais juste rappeler, parce que parfois les couples, ils ne comprennent pas bien, j'ai tant d'ovocytes au moment de la ponction, et puis après on me dit qu'on n'a pas pu injecter tous les ovocytes. Donc je voulais juste vous rappeler qu'au moment de la ponction, les biologistes, ce qu'ils voient, c'est ça. C'est ce fameux ovocyte avec le manteau cellulaire. Et après, si on décide de faire une ICSI, il va falloir que nous-mêmes, on arrive à enlever tout ce manteau cellulaire, alors avec des substances et puis en micro-manipulant. Et vous voyez, progressivement, ces cellules, elles s'en vont et on va pouvoir observer l'ovocyte qui est dit, alors dans notre jargon, dénudé, comme si l'ovocyte était tout nu. Et du coup, on va pouvoir apprécier la qualité de cet ovocyte. Et si on ne voit pas ce petit élément ici qui s'appelle le globule polaire, en fait, ça montre que l'ovocyte, il est immature et que ça ne sert à rien de l'injecter parce qu'on n'aura pas d'embryon, je dirais, avec un nombre de chromosomes normal. Je ne veux pas aller plus loin, mais c'est juste pour vous prévenir que quand vous sortez du bloc, on vous donne un chiffre et qu'après, ça peut encore diminuer en fonction de la maturité des ovocytes. Alors après, comment, je vous ai un peu dit, a priori, comment vous décidez entre la FIV et l'ICSI. Donc, le jour de la ponction de la patiente, nous, on va récupérer, comme je vous ai dit, le liquide folliculaire au laboratoire, donc après la ponction des ovaires. Et notre boulot, c'est de rechercher les complexes cumulo-ovocytaires. Et en même temps, c'est là où un peu le couple, je comprends que les hommes puissent dire qu'ils se sentent un peu exclus, parce qu'il y a d'un côté la patiente qui va à la ponction et au bloc, puis il y a de l'autre côté le mari ou le conjoint qui vient qui est au laboratoire, et c'est nous qui nous occupons du recueil de sperme et de la préparation du sperme. Et en fonction de la qualité du nombre de spermatozoïdes qu'on a à notre disposition mobile, on va soit faire une ICSI, donc sélectionner un seul spermatozoïde, on le met dans une micropipette et on va aller injecter à l'intérieur de l'ovocyte ce spermatozoïde. Ou alors, si on a suffisamment de spermatozoïdes, vous voyez ici le complexe cumulo-ovocytaire, là toujours le même, et je ne sais pas si ça se voit, mais il y a plein de petits points blancs. En fait, c'est des spermatozoïdes mobiles. On en met 5 à 10 000 autour de notre complexe cumulo-ovocytaire. Le professeur Freeman nous disait que, selon l'agence de la biomédecine, 2 tiers des tentatives on attend la surprise à savoir d'aide médicale à la procréation étaient réalisées en ICSI et un tiers en fécondation in vitro. Effectivement, on va regarder si la fécondation a bien marché quelques temps, effectivement, de plus en plus de tentatives d'ICSI, mais que c'est important de préserver la fécondation in vitro dans certains cas. Je pense que c'était son message qu'elle souhaitait nous faire passer sur cette diapositive. Que l'on soit en intraconjugal, mais même avec des paillettes de donneurs de sperme. Vous voyez ici qu'il y a beaucoup plus d'ICSI pratiquées que de FIV, et ça fait un bon moment que ça existe en France. Même au niveau national, alors ce serait intéressant de comparer avec ta courbe, avec la courbe que tu as, la carte de France que tu as montrée, Nicolas. Il y a des endroits où on fait beaucoup plus d'ICSI que ailleurs. En fait, il y a des endroits en France où, par exemple, dans certaines régions, en Alsace, Basse-Normandie, Champagne, eh bien, il y a beaucoup plus d'ICSI qui sont réalisés que dans d'autres régions. En fait, il y a des endroits, je pense culturellement, il y a des laboratoires par rapport à d'autres, et même en Île-de-France, où il y a beaucoup plus d'ICSI qui sont effectués que dans d'autres laboratoires ou d'autres centres d'AMP. C'est ce que je voulais montrer ici, par exemple en Île-de-France. Nous, on est là, on fait autant de FIV que d'ICSI. Il y a d'autres endroits en Île-de-France où il y a beaucoup plus d'ICSI
que de FIV. Et je ne sais pas pour dénoncer quoi que ce soit. En termes de qualité des soins, vous voyez qu'entre la FIV-Elixir, qu'on soit en don de sperme ou en intraconjugal, n'a pas été retrouvé de différence en termes de santé des enfants entre les deux techniques. En revanche, et ça faut quand même le dire, par rapport à des conceptions naturelles, que ce soit la FIV ou l'ICSI, il y a une légère augmentation des anomalies. Et enfin, pour conclure, il faut se rappeler qu'en France, il y a un enfant sur 30 qui est issu d'une assistance médicale à la procréation. Voilà, j'ai fini. J'espère que j'aurai des questions ou que vous avez quelques petites questions à me poser.
Alors, moi, j'aurais bien aimé déjà demander à Lise si elle aurait pu nous dire au BAMP quelle était l'action des hommes dans l'association et s'ils elles étaient sollicités, l'association a été sollicitée pour défendre quelques actions au niveau justement de la fertilité masculine. Et éventuellement, ça aurait été sympa de voir s'il y avait des hommes présents ce soir sur le webinaire. Puisqu'on a eu que des questions de femmes, donc on sait que c'est elles qui sont. Tu vois dans la liste? J'ai pas vu toute la liste, mais effectivement ça aurait été sympa d'avoir des questions directes de certains hommes. Ouais, alors je regardais la liste justement et c'était une réflexion que je me faisais. Il y a quelques hommes en effet parmi les participants, mais beaucoup de femmes. Malheureusement, les hommes n'osent pas ou je sais pas ou ne souhaitent pas toujours prendre la parole. Donc nous, au niveau du collectif BAMP, on représente aussi bien les hommes que les femmes, bien sûr. Mais nous sommes plus souvent sollicités par des femmes aussi, hein, toujours. Voilà. Et à l'échelle de l'association, c'est surtout, ce sont surtout des femmes qui sont au sein de l'association. Donc, mais on a toujours de la place pour les hommes qui souhaitent nous rejoindre. Bien sûr, c'est avec grand plaisir. Qu'est-ce que j'aurais pu ajouter là-dessus par rapport à nos actions, oui, il nous arrive donc de faire bien évidemment des groupes de parole, que ce soit des groupes de parole ou des actions axées plutôt sur l'infertilité masculine aussi, hein, bien sûr, mais donc voilà. Ok, merci beaucoup, merci à tous. Je suis pas sûr qu'on retrouve Nelly, donc je tenais à remercier l'ensemble des participants, à remercier bien entendu les laboratoires Merck, le collectif BAMP, et toi Nicolas pour tout ce que tu nous auras apporté ce soir, Nelly aussi bien sûr, qui malheureusement nous entend pas. J'espère que ça aura contribué à vous permettre d'y voir un peu plus clair sur tous les problèmes masculins qui sont encore trop souvent cachés ou pas suffisamment abordés. Et on a besoin de ce genre de réunion, ce genre de webinar pour essayer de continuer à faire comprendre et à laisser les hommes pouvoir s'exprimer. Vous voyez que on n'en a pas assez, mais parce que c'est encore compliqué, mais parce que c'est compliqué pour la société aujourd'hui, semble-t-il, tout ce qui est relatif à l'infertilité masculine. Et j'espère qu'on aura pu contribuer à notre échelle à essayer de faire un petit peu avancer les choses par rapport à ça et en tout cas de vous diffuser une information qui sera importante pour la suite de la prise en charge. Donc je vous remercie tous et toutes et je vous dis à très bientôt pour un prochain webinar avec nos différents experts. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir, merci.